Une nouvelle fois pour nous, Européens, il faudra se lever tôt dimanche pour regarder le Grand Prix du Japon, mais le tracé de Suzuka est à lui seul un argument pour être debout aussitôt le dimanche. C'est une des merveilles du sport auto mondial. Et le Japon compte des trésors du sport automobile et de l'automobile même tout court. Et on aurait aussi pu vous faire une vidéo sur la Super Formula, le championnat de monoplace de référence au Japon, où court notamment Théo Pourchaire, et dont on entend parler de plus en plus souvent ces dernières années en Europe, parce que pas mal de pilotes européens vont justement au Japon. Mais non, aujourd'hui, en fait, on va parler du championnat que les Japonais adorent, qui est leur référence à eux et qui incarne la raison de la passion du sport auto et de l'automobile au Japon, le Super GT, parce que oui, une GT est plus rapide qu'une hypercar au Japon. Je vous explique, pas de panique. Le Japon est donc une terre de sport automobile, même de sport mécanique tout court. Ce week-end, vous aurez plein d'images de fans japonais plus déjantés les uns que les autres, hyper passionnés, s'exprimant différemment des Européens ou même des Américains, on va dire, sur leurs favoris, que ce soit pilote ou écurie. Là où en Europe, un t-shirt ou une casquette marque une appartenance à une écurie ou un pilote, au Japon, ça va dans ce que l'on appellerait peut-être plutôt les extrêmes. Sébastien Vettel s'est pointé en séance de dédicace, en combi et casqué. Ouais, ça arrivait une fois. C'est ce qu'on appelle un cosplay pour la Formule 1, du coup, oui monsieur, c'est assez à s'y méprendre pour le coup, ou alors vous avez aussi les fameux chapeaux DRS, vous savez. Bref, les Japonais ne manquent pas d'imagination, c'est beau à voir et ça fait plaisir à voir. Les circuits sont tout autant mythiques, Suzuka est un des joyaux du sport auto mondial, juge de paix pour les pilotes qui demandent de la bravoure et de la technique. Même si aujourd'hui, avec toutes les normes de sécurité, ça s'est forcément un petit peu lissé par rapport à avant. Bon, on envoie toujours des camions en piste sans prévenir, mais bon, ça c'est un autre problème. On peut aussi parler de Fuji, qui a été le théâtre de la fin de championnat du monde de Formule 1 entre James Hunt et Niki Lauda en 76, ou qui est une manche reconnue du WEC aujourd'hui. Vous en avez d'autres que vous connaissez peut-être de nom ou que vous avez déjà roulé, notamment en jeux vidéo comme Okayama ou Motegi. Alors même si on n'a jamais eu de champion du monde de Formule 1 japonais, on en a un bon nombre qui se sont illustrés non pas sur le palmarès, mais sur leur combativité en piste, car oui, aucun japonais n'a remporté de Grand Prix à ce jour. Peut-être que ce sera Tsunoda s'il continue de performer avec la RB, mais ça, on verra. Mais on se souvient bien d'un Takuma Sato, par exemple, qui ne lâchait rien et qui n'hésitait pas à aller chercher la limite de manière presque chevaleresque. Et c'est un peu la marque des pilotes japonais en général, prêts à vraiment tout, car culturellement, on préfère entre guillemets la mort que la honte de se rendre ou d'échouer. Bon, on va plus trop jusqu'à ces extrêmes-là aujourd'hui de la mort, etc. Mais c'est quelque chose de très fort chez les Japonais. Et puis bon, on connaît tous les marques de voitures japonaises qu'on a découvert soit dans Gran Turismo, soit dans Fast and Furious. Par exemple, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi et j'en passe. D'ailleurs, on connaît tous aussi le terme drift aujourd'hui, mis en lumière dans Fast and Furious Tokyo Drift ou dans Initial D pour ceux qui connaissent, et qui montre la culture de la course de rue au Japon. Bref, il y a 1 milliard de choses à dire dessus sur justement cette ambiance. Et on associe drift, course de rue en général et tuning. Le tuning qui est donc la pratique de modifier sa voiture et de la rendre plus performante que le modèle de base que l'on a acheté chez le concessionnaire. C'est même devenu un art au Japon et on est à des années-lumière de simplement acheter des nouveaux phares custom sur une 206. C'est pas vraiment ça le tuning à la base. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de tuning artistique entre guillemets ou de rue, que ce soit des modifs pour l'aspect extérieur d'une voiture ou même ses performances. On trouve des créations qui sont absolument sublimes, c'est même une religion au Japon, mais elles ne sont pas dédiées à la compétition. On va parler de la pratique entre guillemets cousine du tuning artistique, parce que s'il y a des mecs dans des garages qui sortent des trucs de dingue, pourquoi les constructeurs automobiles en feraient pas de même, particulièrement les constructeurs japonais, hein ? Donc on va parler de celui qu'on pourrait appeler le tuning de compétition. Alors vous connaissez la Toyota Supra, la dernière là, qui est sortie en 2019. Bon et voici sa version tuning de compétition et qui répond à la réglementation technique de la catégorie GT500. Pas mal, non? C'est pas français mais c'est japonais. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est genre des GT3 quoi. Et là mon petit Marius, tu te fous le doigt dans l'œil parce que c'est pas du tout ça. Pas du tout.
En Super GT, on a donc deux catégories, le GT500 et le GT300. Alors à la base, le GT500, c'est parce que les voitures de la catégorie développaient 500 chevaux, et donc le GT300, 300 chevaux. C'est logique. Mais les deux catégories ont pris un peu de stéroïdes dans le moteur et on a juste gardé les noms. Bref, retour à la Supra du coup. Alors ouais, il reste pas grand chose de la voiture d'origine. On a une monocoque en fibre de carbone, beaucoup d'appendices aérodynamiques, un énorme aileron arrière, mais on a quand même la silhouette générale de la voiture toujours reconnaissable et c'est une obligation. Intraitable. Alors côté moteur, on n'est pas sur un truc phénoménal, on est sur un 4 cylindres en ligne, 2 litres turbo, mais qui produit juste 650 chevaux, d'accord? Pour un petit peu plus d'une tonne sur la balance. Il n'y a pas d'hybride ou quoi, le moteur est imposé et développé d'ailleurs par les trois marques de la catégorie, à savoir Toyota, Honda et Nissan, tout en ayant pour but d'avoir la meilleure efficacité de la combustion interne du moteur. Ça donne un vrai beau son aux voitures, bref c'est absolument génial, mais 4 cylindres 650 chevaux, c'est vous dire. Et donc oui, on a bien trois modèles de voitures en GT500, la Supra, la Nissan Z, descendante de la 350Z qu'on connaît mieux en Europe, et la Honda Civic Type R, toute nouvelle arrivée pour 2024. Cette catégorie est non officiellement, entre guillemets, réservée aux constructeurs japonais. La fierté, tout ça, bon, on va en reparler. Alors, il faut bien se rendre compte que ces voitures sont les GT les plus performantes au monde. Oui, plus qu'une GTE, plus qu'une GT3, donc on est allé faire un petit comparatif sur Fuji, où le WEC court aussi. La pole de la Supra en GT500 était en 1 minute 26 secondes et 420 millièmes, soit 12 secondes plus rapide que la Corvette en GTE, qui avait fait la pole en 1,38 338. Et plus choquant même, la pole en GT500 était plus rapide que la pole en hypercar réalisée par Toyota en 1,27 794. Oui, une Honda NSX GT a battu la Toyota du WEC et toutes les autres hypercars alignées d'ailleurs. D'ailleurs, à part la dernière GT500 sur cette qualif, toutes les autres sont devant la deuxième hypercar en WEC qui était aussi une Toyota. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc le fil de GT500, c'est devant les hypercars. Alors avant de crier au scandale, je vous vois venir, il faut évidemment pondérer cette comparaison avec les conditions de météo. La pole en GT500 a été réalisée en mai, alors que pour le WEC c'était en septembre, avec des conditions probablement un petit peu plus fraîche, avec de la pluie qui n'était pas très loin. Donc ça joue forcément un petit peu. Puis il y avait aussi la BOP chez l'hypercar parce qu'on n'est pas aux capacités maximales de la GR010. Bref, les GT500 sont des machines absolument extraordinaires qui mettent une méga pilule au GT3, je suis désolé de vous le dire, avec un appui aéro de malade mental, 650 chevaux encore une fois pour 1 tonne, ça fait le maxi job. En plus de ça, dans cette catégorie, on a une guerre pneumatique. Oui, on n'a pas deux manufacturiers de pneus, on en a même 3, Bridgestone, Yokohama, Dunlop et Michelin, malheureusement, se sont retirés pour cette année 2024. Avant, ils étaient 4. Donc, à eux de proposer les meilleurs pneus parce que, en fait, on n'a pas de restrictions sur les pneus. Donc, du coup... ça y va de ouf. Le GT300, on a donc des voitures un peu moins performantes, mais dans cette catégorie, on a encore plusieurs types de voitures. On a donc les GT300 qui sont des GT500 un peu moins performantes globalement, un peu plus limitées dans leur développement et plus proches aussi de ce qu'est une GT3 et qui sont normalement de constructeurs japonais, mais j'ai pas tout à fait tout bien compris. Et on a depuis quelques années des voitures de GT3 de marque européenne que l'on connaît bien mieux nous, avec des Lamborghini Huracan, Mercedes AMG GT3, Audi R8 LMS ou encore Ferrari 296 GT3 cette année là qui est arrivé avec Lilou Wadou au volant notamment, donc à suivre si jamais vous avez envie de regarder. Dans cette catégorie, on a des écuries usines et privées comme en WEC par exemple, mais les équipes privées se sont de plus en plus tournées vers des voitures de GT3 en remplacement des Mother Chassis. Alors le Mother Chassis, en fait, c'était une voiture qui était conçue et développée par le promoteur de la catégorie, comme genre Dallara qui fait des F2 pour tout le monde en F2. Sauf que tu mettais une carrosserie un petit peu différente en fonction du modèle de voiture de route que tu voulais représenter. Bref, il en reste une, je crois, sur la grille cette année, mais je passe un peu cette catégorie Mother Chassis, c'est un petit peu complexe. Bon, alors maintenant qu'on a parlé des voitures, est-ce qu'on parlerait pas de comment ça se passe sur un week-end de course? Parce que c'est bien beau les caisses, mais maintenant il faut faire la course. Le Super GT, Ça se passe comme ça. on est donc sur un championnat multiclasse, comme si on mélangeait GT3 et GT4 en même temps dans l'idée. On fait pas trop ça en Europe, sauf aux 24 heures du NURB, notamment, mais bon, c'est un peu plus particulier, le NURB. Le tout sur au moins 300 km de course, parfois sur des courses au temps, comme au WEC, mais avec toujours des équipages de 2 pilotes minimum. Donc on a des relais, des arrêts au stand pour les pneus et l'essence. Le premier qui arrive devant tout le monde gagne la course.
La qualif, c'est Q1 et Q2. On prend un pilote pour la Q1, un autre pilote pour la Q2, un seul train de pneumatiques possible et en fait on va combiner les temps des deux pilotes pour former la grille de départ. Pas d'élimination comme en Formule 1 et d'ailleurs c'était le cas aussi avant en Super GT, ce système d'élimination comme on a. Les pilotes doivent s'élancer en course avec les pneus de la qualif. Pour les courses de 300 km, ils ont droit à 4 trains de pneumatiques secs, 5 pour les courses de 350 km et plus, et puis 6 pour les courses qui durent 3 heures. Alors vous avez 15 GT500 et 27 GT300, ce qui fait 42 voitures en piste, ça fait du beau monde et surtout de très belles batailles. Le Super GT est méga impressionnant et souvent avec des passes d'armes de l'espace, vraiment ça fait méga plaisir. Mais il y a un autre élément important de ce championnat qui est une réussite pour le moment, c'est leur façon de faire une balance des performances. On connaît la BOP du WEC ou du GT World Challenge par exemple, ou de l'IMSA même, où en fonction des caractéristiques des voitures, on essaie de niveler ou équilibrer la performance pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Vidéo dessus d'ailleurs sur la BOP la semaine prochaine. En Super GT, on a aussi du coup une BOP, mais en fonction du succès de l'équipage, vous prenez 2 kg à chaque point que vous marquez dans une limite de 50 kg quand même, pour des raisons de sécurité. Après, en fait, vous continuez de prendre l'équivalent du poids en restriction de débit de carburant, donc ça rend votre voiture moins puissante. Voilà. Globalement, on envoie les kilos à donf. Tu marques donc 20 points pour une victoire, boum, tu prends 40 kilos sur ta bagnole pour le prochain meeting et pour faire un peu joli, on met des jolis stickers sur le nombre de kilos dans la voiture, que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il se passe sur chaque voiture et ça trigger un petit peu la fierté quand tu te fais dépasser par une caisse qui a 100 kilos dans la caisse. Alors il y avait effectivement un problème avec cette règle avant, c'est que les voitures et les équipes faisaient du sandbagging, elles ne se donnaient pas à fond, c'est-à-dire qu'on a eu des équipes qui ont gagné le championnat sans avoir remporté une seule course de la saison. Attendez une minute. Quoi ? Alors pourquoi, vous allez me dire? Mais parce que en fait, c'est plus avantageux de finir tout le temps deuxième à chaque fois, de prendre moins de poids dans la voiture, que de gagner une course et avoir trop de kilos pour essayer de remarquer des gros points derrière et de finir peut-être 4e ou 5e. Tu préfères être tout le temps deuxième avec une voiture qui a un peu moins de poids mais qui est plus régulière. Alors du coup, pour pallier ce sandbagging, l'avant-dernière course, on met que la moitié du poids par point et la dernière course, on met aucun surplus de poids dans les voitures, donc autant attaquer du début à la fin de la saison, surtout que ça ne compte que 8 manches, je crois. Donc faut y aller quoi. On a donc une bataille en piste absolument démentielle, que ce soit en GT500 ou en GT300, ou tous ensemble d'ailleurs, et les Japonais raffolent de cette catégorie parce que, comme je vous le disais, on est sur du tuning de compétition, mais on peut acheter la voiture de route qui a servi de base à la compétition. Et c'est ça qui rend la Formule si populaire au Japon. Le Super GT souffle ses 30 bougies cette année. Vous connaissez cette catégorie sans le savoir si vous avez joué à Gran Turismo notamment. Et si vous appréciez les premiers Fast and Furious, avec la fameuse Skyline de Paul Walker, vous avez mis un pied sans le savoir encore une fois dans le JGTC, le Japan Grand Touring Championship, l'ancien nom du Super GT. Vous vous souvenez de cette Supra Castrol blanche, rouge et verte ou de cette Skyline Pennzoil jaune? On a grindé comme des fous pour se payer ces bagnoles qu'on n'avait jamais vues en Europe, mais qui étaient méga perfo et qui faisaient un giga bruit dans Gran Turismo notamment. C'est des caisses qui nous ont permis de gagner des courses quoi. On pouvait même trouver que la Skyline avait un kit carrosserie qui était un petit peu abusé quand même, ou que la NSX ressemblait à un prototype du Mans de la catégorie GT1. Bref, toutes ces caisses ont bercé notre enfance car oui, vous avez été en contact avec d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi Paul Walker adorait tant sa Skyline, ou plutôt la lignée des Nissan Skyline? Alors la lignée des Nissan Skyline, on a donc la R35 qui est la dernière, ou alors on a la fameuse celle de Too Fast Too Furious, la R34, ou un petit peu plus à l'ancienne, on avait la R33 et surtout on avait la R32. Parce que ce modèle, et en particulier la R32, a servi de base pour l'homologation de la voiture en JGTC. Et cette voiture a détruit toute la concurrence en piste. Vous voyez la RB19 ou même la RB20, ça c'est la version carrossée japonaise, sauf qu'elle a remporté toutes les courses du championnat. Il n'y a pas eu un petit GP de Singapour en mode je te la laisse à Carlos. Non. Non, la voiture, elle était tellement perfo qu'on lui a donné le nom de Godzilla. Voilà d'où vient le fameux surnom de la Nissan Skyline, Godzilla. Et la R32 que l'on trouvait chez les concessionnaires à l'époque était la même qu'à la télé, sans les stickers et avec un intérieur correct et pas dépouillé. Littéralement, Nissan gagnait le dimanche et vendait le lundi.
On parle pas d'une Ferrari qu'on achetait à 230 000 €, mais d'une voiture de sport relativement abordable pour monsieur tout le monde. La R32 est même partie en Australie, ouais, mettre une grosse correction au V8 Supercar à l'époque, qui reste des grosses machines aussi bien perfo. Et comme cette R32 a tellement dominé toutes les équipes roulées qu'avec cette voiture au Japon. Alors le GTA, pas le jeu, mais la GT Association au Japon, organe régulateur du JGTC, a décidé de revoir les règles et ils se sont un petit peu perdus en voulant mettre fin à la domination de la R32. Tout est devenu un peu plus cher et tout est devenu un peu plus complexe. Oh putain! On a fini par voir des Lamborghini Countach avec du tuning de compétition, des McLaren F1 même ou d'autres Porsche 911 se pointer, toujours bien modifiés, et on avait des restrictions sur les performances avec la fameuse BOP de succès. Et puis bon, quand une McLaren a gagné le championnat, ça a été un petit peu la goutte de trop pour les constructeurs japonais qui n'ont pas vraiment apprécié, hein. La fierté, oui, a fait que maintenant le GT500, c'est que des constructeurs japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Alligato. Et puis à un moment donné, quand Toyota en a eu marre de manger la poussière des victoires de Nissan, ils ont un peu pété un câble et ils ont jeté le 2JZ de leur Supra. Le 2JZ, il était trop lourd et pas assez perfo. Et donc ils ont mis le 4 cylindres de la Toyota Celica ou de la Corolla d'ailleurs qui roulait en rallye à l'époque. Et boum, 400 et quelques chevaux plus tard, dans ce 4 cylindres, c'était en train de gagner quoi. Le titre est fini à ce moment-là. Et aujourd'hui, on en est arrivé à ce que je viens de vous présenter en vidéo, des caisses folles, un championnat fou qui vient d'une culture du sport auto qu'on connaît assez mal en Europe. Et je vais être honnête, mais qu'est-ce que j'aimerais aller au Japon pour baigner dans toutes ces catégories de fou, que ce soit le Super GT, la Super Formula ou encore même le drift et le tuning de rue quoi. C'est trop bien, en vrai c'est trop bien. C'est un truc à faire, je pense, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Moi en tout cas, à un moment donné, je pense qu'on va faire ça. On va partir au Japon un mois, on va faire un vlog, ça va être l'enfer. En mode bien.